13 millions de Français, c'est trop gros pour être vrai. Et pourtant, c'est étonnant, c'est pas déconnant. Non, j'invente rien, on sait bien combien sont concernés. Ce chiffre est justifié, calculé, vérifié. D'ailleurs, je le sors pas de mon chapeau, ce chiffre trop gros. Et si je le répète, c'est pour prévenir avant que ça pète. On dit qu'on coûte trop cher à la société. Ça doit coûter combien pour qu'on s'occupe enfin de 13 millions de Français? 13 millions concernés, t'imagines, poteau. Une chance sur 5 pour que cette année tu fasses partie du lot. 13 millions de Français, tu vois pas ce que ça fait. Tu réalises, tu visualises que ces millions se banalisent. 13 millions de Français, merde, comment on en est arrivé là? À cause de qui? À cause de quoi? La faute à certains et certainement la faute à moi. D'ailleurs la faute à nous tous, la faute à personne en fait, je crois. De toute façon qu'importe la cause, puisqu'une pause s'impose pour trop de Français qui voudraient, qui paieraient pour prendre le train de la société qui va toujours plus vite, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de pitié, à croire qu'il nous évite. Nous ce qu'on voudrait c'est juste prendre le temps de s'arrêter un instant, se poser tous ensemble, faire le point, taper du poing sur la table et dire que tout seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin. On n'est pas né, condamné, 13 millions concernés, qui pourraient l'imaginer? Faut pas déconner, faut pas déconner, faut pas déconner, faut pas déconner. On n'est pas né, condamné, 13 millions concernés, qui pourraient l'imaginer? Faut pas déconner, faut pas déconner, faut pas déconner, faut pas déconner. 13 millions concernés, rien que ça perso, je pense pas que ça ait toujours été le cas. Mais voilà, on est là, souvent mis à l'écart, dans des placards, pour inadaptés, pour indésirables. Mais est-ce que tu vas capter qu'on n'a pas choisi d'être handicapé par la maladie psy, par la maladie spé? C'est vrai, par la maladie chelou qui peut tous nous toucher. C'est pas comme au loto où ça arrive qu'aux autres de toucher le gros lot. Moi le premier, je me croyais intouchable, zéro terrain favorable, jamais touché au toxique, pas de précédent psychiatrique, pas d'antécédent génétique, diplômé même de grande école, à coup d'institut national agronomique. Alors si elle m'a rattrapé à 28 ans, si elle m'a frappé violemment, c'est qu'elle peut tous nous toucher. Franchement je dis pas ça pour faire peur, mais pour que tu prennes de la hauteur. La maladie psy, c'est pas toi qui l'as choisi. On n'est pas né, condamné, 13 millions concernés, qui pourraient l'imaginer? Faut pas déconner, faut pas déconner, faut pas déconner, faut pas déconner. On n'est pas né, condamné, 13 millions concernés, qui pourraient l'imaginer? Faut pas déconner, faut pas déconner, faut pas déconner, faut pas déconner. Ça y est, on dirait que tu me reçois 5 sur 5. Il a fallu attendre qu'on soit 1 sur 5. Il a fallu attendre l'année 2025 pour que la santé mentale soit cause nationale. Succès total, c'est pas trop tôt, j'espère surtout que c'est pas trop tard. Parce que 13 millions, je sais pas pour toi, mais moi ça me fout en pétard. Sans deck, je le dis sans détour, je fais pas de détails. J'ai peur qu'il y ait pas de retour dans cette bataille. Mais bon, maintenant que c'est acté, que c'est d'actualité, faut que ce soit factuel à base de faits réels. Pas de fake news, pas de fausses promesses, pas de grand-messe, pas de baratin. Enfin, on a besoin d'un vrai soutien. Je veux pas sonner le tocsin, c'est pas mon rôle, mais y a urgence à augmenter les moyens pour pas perdre le contrôle. Je me fais pas d'illusions, c'est peut-être perdu, mais laissez-moi l'espoir d'être entendu par des millions de Français. On n'est pas né, condamné, 13 millions concernés, qui pourraient l'imaginer? Faut pas déconner, faut pas déconner, faut pas déconner, faut pas déconner. On n'est pas né, condamné, 13 millions concernés, qui pourraient l'imaginer? Faut pas déconner, faut pas déconner, faut pas déconner, faut pas déconner. On n'est pas né, condamné, 13 millions concernés, qui pourraient l'imaginer? Faut pas déconner, faut pas déconner, faut pas déconner, faut pas déconner. On n'est pas né, condamné, 13 millions concernés, qui pourraient l'imaginer? Faut pas déconner. Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc moi je m'appelle Philippa Motte et on m'a demandé d'introduire ces 3 jours de CAP sur la santé mentale, je pense à double titre, pour 2 raisons. La première raison, c'est que je suis concernée par un parcours avec un trouble psychiatrique qui a percuté ma vie de manière notable. Et la deuxième raison, c'est que au bout d'une dizaine ou une douzaine d'années, les hasards de la vie, s'il en est, ont fait que c'est devenu mon métier d'intervenir sur les sujets de santé mentale et que le premier espace
dans lequel je suis intervenue et dans lequel j'interviens depuis maintenant 15 ans sur la santé mentale, c'est celui de l'entreprise. Alors je me suis dit, pour dire quelques mots, hein, ça va être très court et après je vais introduire d'autres orateurs. Je me suis dit, attendez, ça tremble un peu, donc comment je fais? J'avais prévu que ça pouvait trembler un peu. Comment dire? Déjà, je me suis dit, c'est important de partager avec vous, incontestablement, le rôle qu'a joué le travail dans mon parcours de personnes concernées par ces troubles. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé pour la première fois à l'âge de 20 ans. Et à cette époque-là, j'étais en formation et j'ai validé une moitié de licence d'histoire. Et puis est venue la première hospitalisation. Et puis est venue la première année qui a été paralysée par la souffrance psychique et par la découverte de ce que c'était que cette souffrance. Et incontestablement, le fait d'avoir eu autour de moi des voix, des soutiens qui m'ont dit « tu n'as pas arrêté d'être qui tu étais avant que tout ça t'arrive et vas-y, essaye de passer, de valider cette licence d'histoire en septembre et essaye d'avancer malgré tout ». Et ça a été énorme en fait pour moi parce que j'ai ramassé, j'ai fait des avancées. Malgré le nombre de fois où ma vie a été percutée par tout ça, j'ai validé cette licence, j'ai fait un master en communication institutionnelle et politique, j'ai fait mes premiers stages sur des sujets qui m'intéressaient énormément, qui étaient déjà à l'époque des sujets de société. Je ne savais pas que ça allait se passer une deuxième fois. Ça s'est passé une deuxième fois alors que j'étais en stage dans une agence de communication, mais j'avais avancé. Et à nouveau, il y a eu une année d'hospitalisation, de soins, de grandes souffrances psychiques. J'avais capitalisé, j'avais pu avancer et j'ai à nouveau pu retourner au travail, rentrer en CDI dans une agence de com et à nouveau avancer dans ma vie professionnelle. Et le travail a joué un rôle, moi je suis parfaitement alignée avec le fait que le travail peut être un levier de fragilisation, mais c'est aussi un levier de rétablissement qui permet voilà, de trouver sa place dans la société, d'exprimer ses compétences, et de se dire qu'on est plus que sa pathologie. Je ne savais pas que ça allait arriver encore une troisième fois, mais voilà, j'avais commencé à travailler, j'ai pu aussi construire ma vie de femme, de mère, et ça a été fondamental. Et il manquait quelque chose quand même. Les 10 premières années, c'était peut-être de pouvoir en parler. C'était absolument inenvisageable hein, de parler, on est entre 2000 et 2011, de parler de sa situation psychique, d'évoquer peut-être la nécessité d'être attentif à certaines choses. Moi, je n'avais même pas idée qu'il ne fallait pas que je bosse 15 heures par jour, que je fasse des nocturnes. Quand on bosse dans des agences de com, voilà le rythme auquel on peut être soumis. Jamais je me serais autorisée à être attentive à cette fragilité, à réfléchir à comment je pouvais concilier cette fragilité avec ma vie professionnelle. C'était impossible tellement j'avais intégré l'autostigmatisation, enfin, voilà, le fait que si jamais je révélais à qui que ce soit à un employeur que j'étais concernée par ces troubles, c'était foutu. Et ça l'était sans doute. Hein. Jamais personne ne m'aurait accueilli à cette époque dans cette fragilité. J'avais pas idée que la loi de 2005, qui a eu lieu après hein, ma première crise, avait reconnu le handicap psychique et j'ai découvert ça quand je me suis engagée au sein de l'association Clubhouse France. J'ai été une des membres fondatrices de l'association Clubhouse France et cette association, elle parlait de l'importance de la réinsertion sociale, professionnelle. Elle fonctionne sur les bases d'une journée de travail, hein, toute l'importance de reconquérir son pouvoir d'agir et de réfléchir à son projet professionnel et à quel point ça fait partie de la reconstruction et même du soin de pouvoir concilier sa vie professionnelle, un projet, une activité avec ses fragilités. Et donc j'ai découvert à cette époque-là que c'était un enjeu de société. Il y avait un immense silence hein, à cette époque sur la santé mentale, sur les enjeux de santé mentale au travail. Au début, moi, je suis allée faire de la sensibilisation bénévolement, sans dire que j'étais concernée dans des entreprises. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, là, il y a un métier qui me passionne, je vais devenir formatrice, intervenante en entreprise sur les enjeux de santé mentale et de handicap psychique au travail. Il n'y avait personne, il y a eu quelques entreprises pionnières que je tiens à saluer, qui ont voulu expérimenter avec le Clubhouse. Je voudrais rendre hommage aux missions handicap, qui sont les premières à s'être emparées du sujet parce qu'elles se sont dit, tiens, on doit peut-être accompagner des gens en situation de handicap psychique et on ne sait pas ce que c'est, on a besoin d'être formés.
C'était des initiatives très parsemées, portées par des gens qui se disaient « faut en parler », mais on disait beaucoup le handicap psychique, c'est pas un handicap comme les autres, avec les autres on y arrive, mais celui-là c'est plus compliqué. On nous demandait de changer les intitulés. Comment on peut parler de santé mentale sans dire santé mentale, sans dire trouble psychique, sans dire équilibre psychologique? Dans les entreprises, il y avait aussi la question des RPS, de la prévention du stress et du burn-out, mais je crois aussi que là encore, jusqu'à il y a très peu de temps, c'était quelques pionniers, quelques entreprises, des contraintes légales aussi qui commençaient à faire qu'on y réfléchissait. Mais ces sujets, ils ont mis du temps à avancer dans l'entreprise. Et pour faire le lien avec le sujet de la grande cause, ce dont je me suis aperçue depuis 15 ans que je bosse sur tout ça, que je suis engagée en tant que personne aussi, de manière citoyenne, quand un sujet est vraiment important dans une société et qu'il est tabou, qu'il est ignoré, qu'il est passé sous silence, ce qui était le cas de la santé mentale et de toutes les façons dont elle peut être fragilisée, il y a toujours des pionniers, des gens qui prennent le sujet, des gens qui ont conscience de la nécessité de faire évoluer les soins, de faire évoluer le regard de la société, de faire évoluer la manière dont on considère tout ça au travail. Et ces pionniers, ils travaillent, ils tentent des choses, ils mènent des actions, personne ne les écoute, personne n'en entend parler, et puis à un moment donné, il se passe quelque chose. Il semblerait que là, pour nous, ça a été le Covid, où on s'est dit, tiens, on a tous une santé mentale, elle peut être fragilisée, et puis il faut qu'on s'en occupe. Et pour moi, la grande cause nationale, c'est ça en fait. Le fait que la santé mentale soit grande cause nationale, que les entreprises se préoccupent aujourd'hui et osent dire le mot de santé mentale en leur sein, c'est le résultat de ce travail depuis 15 ou 20 ans, de pionniers qui ont essayé de faire avancer les choses dans l'ombre, à qui on disait, écoutez, on ne peut pas parler de ça. Et tout d'un coup, la société prend conscience qu'on est face à un sujet important, qu'il faut qu'on s'en préoccupe, qu'il faut qu'on l'aborde sereinement aussi, calmement, posément, de manière constructive, inventer des manières de le faire ensemble. Au fond, prendre soin de la santé mentale, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre soin de soi et de la façon dont on est relié aux autres. Et dans le monde du travail, l'enjeu, il est majeur. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a des gens qui se retrouvent fragiles pour pas que ce soit une fracture trop importante dans leur parcours et pour pouvoir les réaccueillir? Voilà, donc c'est l'enjeu de ces 3 jours de discussion. Je vais introduire maintenant les porteurs de ces 3 jours de cap sur la santé mentale. C'est particulièrement facile pour moi de les introduire parce qu'en fait, c'est 3 institutions avec lesquelles j'ai un lien. Le hasard fait que j'étais hier dans une structure de la Fondation Falleret, qui est le premier porteur de projet de cap santé mentale que je vais introduire pour faire de la formation, une formation qui s'intitule « Préserver la santé mentale des salariés de la Fondation Falleret ». Donc la Fondation Falleret, non seulement elle accompagne dans leur réinsertion et dans le rétablissement des gens qui souffrent de troubles psychiques, mais elle le fait aussi auprès de ses salariés. Et donc je vais accueillir Monsieur Jean-Yves Laroutoru, qui est le président de la Fondation Falleret, et Sandrine Broutin, qui est sa directrice générale, pour qu'ils vous disent quelques mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippa. Vous avez presque tout dit, d'une certaine façon, surtout après ce clip qui disait très très bien les choses, j'ai trouvé. Il était temps que quelqu'un nous dise qu'il fallait l'écouter. On croyait que c'était un fond musical. C'était bien autre chose. Voilà. Nous sommes très heureux. La personne importante, c'est-à-dire notre directrice générale de la Fondation Falleret, Sandrine Broutin, et moi-même, qui suis le président de la Fondation, d'être là pour ce début, ce lancement de 3 journées, je crois, exceptionnelles, cap sur la santé mentale. L'œuvre Falleret, s'il m'est permis d'en dire un mot, Falleret, c'est une très vieille institution. On a 184 ans même maintenant derrière nous. Et à voir tout se passer, être au-delà de la maturité, c'est la garantie d'être à la fois enthousiaste, parce qu'on sait tout ce qui a été réalisé, notamment au cours des 30 dernières années, des choses absolument fantastiques sous l'égide de Philippe Fabre-Falleret. Je ne sais pas s'il est arrivé déjà, mais il devait nous rejoindre de toute façon. C'est de l'enthousiasme qui fait aussi qu'on n'a pas à perdre du temps lorsqu'il faut faire des choses. Et puis, c'est de l'audace, parce que quand on a 184 ans derrière nous, on sait que la fortune sourit presque toujours aux audacieux, et donc il faut y aller. L'œuvre Falleret a été créée par
un psychiatre dans les années donc 1840, qui était tout à fait visionnaire dans ses convictions, visionnaire comme ça s'est traduit dans son œuvre théorique, et puis visionnaire parce qu'il agissait. Il a été le premier ou un des tout premiers à dire qu'une personne atteinte de troubles psychiques était avant tout une personne et que son rétablissement visait à ce que cette personne, dans sa singularité, vive sa vie. Et que tous les moyens, disons, sanitaires, médicaux, mais aussi les moyens médico-sociaux, étaient absolument cruciaux pour que cette personne soit une citoyenne ou un citoyen, soit effectivement, vous l'avez dit, Philippa, dans le monde du travail, avec tout ce que ça signifie, retrouve son autonomie dans le logement, dans la mobilité, est une vie affective qu'il choisisse ou qu'elle choisisse, est une vie culturelle aussi, voilà. Et donc c'était révolutionnaire au début du 19e siècle, ça l'est moins aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il y a à faire ? La tâche est immense. Alors, on a l'avantage de l'âge, il faut bien le dire, surtout qu'à mon âge, je peux le dire maintenant, et aussi on a l'avantage de la jeunesse. Nous ne sommes fondation que depuis moins de 3 ans, c'était en février 2023, et donc nous avons à la fois le calme tranquille des jeunes, et même des bambins, qui savent que tout le temps est devant eux pour construire des choses solides, et puis nous avons également toute l'ardeur de la jeunesse. Voilà, donc à la fois très vieux et tout à fait jeunes, et ce sont des équipes extrêmement nombreuses, et surtout ce sont tous les gens qui sont accompagnés, qui eux-mêmes font partie des équipes souvent, et c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous. 3e édition de Cap sur la santé mentale. La première édition était en 2016. On était un peu dans le monde que décrivait Philippa, c'est-à-dire que la prise de conscience était faible, la compréhension même des mots parfois était faible, et il y avait déjà quelques pionniers, mais je pourrais en témoigner, moi, je ne suis pas là pour ça, mais comme dirigeant d'entreprise, les yeux s'écarquillaient, on se demandait est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle mode, est-ce qu'il s'agit simplement de contraintes réglementaires édictées après quelques désastres, voilà. 2e édition, 2018, c'était sur le parvis de la Défense, au pied de la tour Suez, je m'en souviens très, très bien personnellement. Ça avait un peu évolué, mais pas tant que ça, et notamment la compréhension de ce qu'étaient vraiment les problèmes, mais aussi les atouts pour une entreprise de s'occuper de la santé mentale de ses salariés était encore faible, a fortiori la compréhension et l'appropriation de ce que pouvaient être les solutions. 3e édition 2020, eh bien, elle n'a pas eu lieu. À cause de la pandémie, à cause du Covid. Et moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Philippa. D'une certaine façon, même s'il y a eu des désastres liés à cette période du Covid, avec tout ce que ça a pu signifier, heureusement, d'une certaine façon, qu'il y a eu une prise de conscience absolument extraordinaire. On n'est pas là où on pourrait être, on n'est pas là où on devrait être, la tâche est absolument immense, mais en faisant cette 3e édition en 2025, au moment d'ailleurs de la semaine européenne du handicap, alors que la grande cause nationale de l'année est la santé mentale, je crois qu'il ne s'agit plus de pionniers, il s'agit de gens qui peuvent démontrer qu'ils ont agi. Et de ce point de vue-là, notre mot d'ordre, la santé en commun, c'est quelque chose auquel il y croit. C'est la santé en commun avec les personnes qui ont des troubles psychiques, beaucoup, peut-être presque tous d'entre nous à des degrés divers dans cette salle, dans ce dôme, sous ce dôme plutôt, devrais-je dire. C'est la santé en commun parce que nous savons que le rétablissement, comme en 1840, certains l'avaient vu de manière absolument révolutionnaire, ça se passe par tout ce qui est la vie des personnes. Donc je le répète, le sanitaire, le médical évidemment, le médico-social et tout ce qui est fait pour accompagner les personnes sur un chemin difficile, avec des hauts et des bas, mais qui passe par la réinsertion dans le travail, la mobilité, l'ensemble de la vie citoyenne, le logement évidemment, et c'est ce que nous faisons les uns et les autres. Alors, la santé mentale en commun, c'est aussi le fait qu'on n'agit jamais seul. Ça, c'est un des mots d'ordre de Falleret, et on y croit et on continue, évidemment. Là, comme l'a dit Philippa, nous sommes 3 acteurs qui se sont coalisés pour monter cette 3e édition, donc Santé Mentale France et l'Alliance pour la Santé Mentale. Nous avons agi ensemble, c'est ça qui fait que ces 3 jours existent. Mais ce qui fait surtout que ces 3 jours existent, et si vous avez regardé le programme, c'est très impressionnant, c'est la richesse des participants, qui sont à la fois des institutionnels, qui sont des acteurs de toutes sortes, de la santé mentale, de la prise en main de la santé mentale, de la compréhension de la santé mentale et des solutions. Ils sont là très nombreux, ça fait un programme qui est très dense.
dont je pense qu'il va être absolument passionnant. Et puis, cette 3e édition n'existerait pas si nous n'avions pas beaucoup de partenaires institutionnels, les acteurs de la santé mentale, ceux qui ont permis que, aussi, il faut financer tout ça, eh bien, nous puissions boucler un budget. C'est jamais rien, on n'en parle pas beaucoup, mais sans cela, ça n'existe pas. Grand merci à eux. Et puis, c'est toutes les entreprises qui, beaucoup plus nombreuses que dans les éditions précédentes, beaucoup moins nombreuses que pour la 4e édition, certes, sont là, sont motivées. Elles s'engageront d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre elles, demain en signant une charte d'engagement, parce que ce terme d'engagement est très fort. On n'est vraiment pas, je le redis, là où nous pourrions être, dans la compréhension, dans la prise en main des destins des uns et des autres et de ce que nous pouvons faire en collectif. Mais je crois que l'ensemble de ces partenaires, la liste est non pas fastidieuse, mais encourageante, même très stimulante, elle est très nombreuse. Sandrine, il est temps que quelqu'un de sérieux prenne la parole. Merci, Président. Merci, Jean-Yves. Je crois que beaucoup de choses ont été dites déjà. Donc, je ne vais pas être très longue. Simplement, vous dire ma joie et mon émotion de vous retrouver ici pour la 3e édition de Cap sur la santé mentale. C'est vrai que depuis 2016, un long chemin a été parcouru. Je ne sais pas si on doit se réjouir ou pleurer parce que le clip le dit très bien. On est aujourd'hui 13 millions de personnes concernées. Donc certes, on parle beaucoup plus de santé mentale et votre présence nombreuse ce matin en témoigne. C'est un sujet qui a clairement émergé, qui aujourd'hui s'installe comme un sujet de santé publique et en cela, c'est bien pour tous les acteurs qui travaillent sur ce sujet et les personnes bien sûr concernées qui devraient voir avancer normalement à la fois l'offre de soins, d'accompagnement, des possibilités d'inclusion. Pour autant, il reste encore beaucoup à faire et c'est pour ça qu'on est encore là réunis aujourd'hui et en particulier dans la sphère professionnelle et auprès des entreprises où là encore, très souvent, les portes sont fermées, la stigmatisation est encore très forte. Je ne vais pas redire tout ce qui vient d'être dit puisqu'on commence à être limité dans le temps. Simplement pour vous redire que, évidemment, cet événement s'inscrit dans le cadre de l'année santé mentale, grande cause nationale, et particulièrement dans le cadre du collectif santé mentale qui s'est constitué dès 2023 pour plaider et travailler à faire en sorte que cette grande cause advienne. Et je crois qu'effectivement, on peut se satisfaire au sein de ce collectif puisque l'objectif est atteint, même si, évidemment, la séquence politique dans laquelle se déroule cette grande cause ne nous a pas tellement aidé, en tout cas, à aller aussi loin que nous l'aurions souhaité. Mais rien n'est perdu parce que nous allons poursuivre nos efforts ensemble, fédérés. Et effectivement, nous avons souhaité, les 3 acteurs majeurs du collectif santé mentale, porter ensemble pour témoigner de cet engagement commun, collectif, que nous avons pour la santé mentale, donc avec Santé Mentale France, et je tiens à remercier Laurence Pot-Bonneville que j'ai en face de moi et qui est déléguée générale de la fédération, et l'Alliance pour la santé mentale, et Angèle Malâtre-Lansac, qui est à ma gauche, et Anne Perret-Ficaja également, qui a beaucoup œuvré. Et surtout, je voudrais adresser un immense merci aux équipes de la Fondation Padret, et en particulier l'équipe de la communication, sous la direction d'Hélène Turlet. Ils ont accompli un travail immense parce que tout au long de cette année, on est resté engagés et sur tous les fronts pour faire vivre cette grande cause nationale. Donc merci à eux et merci à nos ESAT, le Colibri qui va vous régaler tout à l'heure et les ESAT Cotra qui est venu vous présenter sa production en propre de chocolat. Ils sont absolument délicieux, donc n'hésitez pas, c'est une grande nouveauté. Je vous préviens, il y a un risque d'addiction très forte. Voilà. Merci. Addiction au chocolat dont je suis particulièrement victime, donc je vais essayer de faire attention. On va accueillir maintenant Angèle Malâtre-Lansac, qui est la déléguée générale de l'Alliance pour la santé mentale. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là aussi nombreux. Bienvenue.
dans ces 3 jours consacrés du coup à la santé mentale au travail. Donc moi, je suis déléguée générale de l'Alliance pour la santé mentale, qui est donc un des 3 co-organisateurs, comme ça a été dit. C'est une plateforme à la fois d'action et de proposition. Donc l'Alliance pour la santé mentale, elle travaille à fédérer les acteurs à travers le collectif dont Sandrine vous a parlé, à mobiliser aussi largement, parce que c'est important de continuer à sensibiliser, à déstigmatiser sur ce sujet de la santé mentale. Et puis enfin, apporter un plaidoyer, parce que, comme ça a été dit, on a envie que ça bouge sur le terrain et qu'il y ait des choses qui bougent dans les politiques publiques aussi. La santé mentale dans l'emploi occupe une place particulièrement importante dans nos travaux. C'est vraiment un axe prioritaire pour nous. Et cet événement fait tout particulièrement du sens. Je ne vais pas être très longue, je veux juste vous dire qu'on est extrêmement fiers. Ça fait effectivement des mois qu'on travaille sur ce projet-là. Moi, je suis ravie de tous vous retrouver. Et je tiens à exprimer ma plus grande gratitude aux 38 mécènes, parce qu'en fait, on a mobilisé beaucoup de monde pour appuyer et soutenir ce projet. Ça montre aussi son importance, le nombre de soutiens qu'on peut avoir. Tous les partenaires institutionnels, scientifiques, associatifs qui nous ont accompagnés, et aussi évidemment tous ceux qui ont travaillé parfois dans l'ombre pendant des mois pour que cet événement puisse se réaliser et qu'on puisse témoigner d'une conviction partagée, c'est que la santé mentale au travail n'est plus une option, mais vraiment une responsabilité collective. Donc on va avoir, et je tiens à remercier tout particulièrement évidemment les copartenaires, donc la Fondation Falleret qui nous a apporté ce magnifique projet et cette superbe et géniale idée, et puis Santé Mentale France avec qui on a évidemment œuvré main dans la main. Donc c'est un moment très fort. On va aujourd'hui décloisonner, faire se rencontrer différents acteurs, croiser les approches. On va avoir des experts, des chercheurs, des témoignages de personnes concernées, des institutions, des élus, des partenaires sociaux, pour échanger pendant 3 jours sur ces thématiques-là. Le programme est vraiment extrêmement riche et passionnant. Donc on est très fiers et je vous propose de profiter de cette occasion aussi pour continuer à mobiliser, continuer à parler de santé mentale et continuer à faire vivre en fait cette grande cause et ce sujet-là tellement important. Merci à tous pour votre présence, pour votre engagement, pour votre soutien. Et je nous souhaite collectivement 3 jours très riches, inspirants et structurants. Merci. Et nous accueillons maintenant le 3e porteur de ce projet, la déléguée générale de Santé Mentale France, Madame Laurence Pot-Bonneville, qui va nous dire quelques mots. Bonjour et merci pour votre présence. Je vais être rapide, mais je vais d'abord nous rappeler que nous sommes dans une bulle. Voilà, si ça vous avait échappé. Nous sommes dans une bulle, et une bulle, c'est un espace propice aux échanges et au dialogue, et c'est un espace de construction des possibles. C'est l'enjeu de ces 3 jours de discussion. C'est aussi quelque chose qui est cher à notre cœur, à la Fédération Santé Mentale France, puisque finalement, un des objectifs que nous nous fixons, c'est d'être une fédération où la construction de possibles advient. Nous sommes une fédération qui est unique en son genre en France, puisqu'elle a comme particularité de rassembler l'ensemble des parties prenantes de la santé mentale, les organisations de la psychiatrie, les organisations du champ social et médico-social et les organisations et associations de personnes concernées. Ce qui fait que nous sommes finalement riches d'une diversité d'approches et de la voix et de l'expérience de plusieurs dizaines de milliers de personnes en France. Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes aussi collectivement, et en particulier à Santé Mentale France, orientés vers les solutions. La situation est grave, la situation est urgente, mais un discours de la désespérance aujourd'hui n'est plus possible, n'est plus tenable. Il faut vraiment qu'on s'appuie sur des solutions qui existent, qui émergent et qui ont besoin d'être soutenues fortement. C'est aussi ça, dans le champ notamment du travail, l'enjeu de ces 3 jours. Je voudrais aussi dire que nous croyons fortement au rétablissement possible pour les personnes atteintes de troubles psychiques. Et comme le disaient si fortement les acteurs du clip, qui sont des acteurs au sens plein du terme, les acteurs du clip qu'on a vu tout à l'heure, on n'est pas né condamné. Et toute société qui condamnerait et qui relèguerait une partie de ses citoyens serait amenée à une relégation et un risque de relégation beaucoup plus large. Je voulais pour finir remercier, comme l'a fait Angèle tout à l'heure et comme l'ont fait Monsieur Larouturou et puis Sandrine, l'ensemble des 38 mécènes et partenaires qui ont
rendu possible cette aventure. Remercier également les associations qui sont partie prenante du collectif Grande Cause Nationale, qui a fait en sorte que cette année 2025 soit une année de grande cause nationale santé mentale. Et là aussi, comme on le disait dans le clip, 2025, c'est pas trop tôt. Voilà. Et enfin, vous remercier toutes et tous de votre présence parce que, évidemment, vous contribuez à la construction de ces possibles. Je vais demander maintenant à Monsieur Pierre Denisio, qui est délégué spécial à l'inclusion, au handicap, à l'accessibilité et chargé du métro pour tous de la région Île-de-France. Bonjour monsieur. Bien, bonjour, merci. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureux de représenter la présidente de région. Alors aujourd'hui, on est en séance plénière, donc elle n'est pas là. Et donc je sèche le début de la séance plénière pour être avec vous. Et c'est un vrai plaisir. Merci aux membres, aux organisateurs du collectif Santé Mentale d'être venus solliciter la région et de nous embarquer dans ce beau projet que nous sommes heureux de soutenir. Alors vous allez me dire, pourquoi la région Île-de-France, qui n'a pas de compétences santé, viendrait s'associer à ce type de manifestation? Je crois que ça a été dit tout à l'heure. 13 millions de personnes concernées, ça veut dire 2 millions de franciliens concernés. Donc on n'est pas sur un sujet médical, on n'est pas sur un sujet simplement à la marge, on est sur un sujet sociétal qui concerne le quotidien de nombreux des franciliens. Un francilien sur 4 va connaître des difficultés psychiques. La moitié des personnes concernées n'osent pas parler de leurs difficultés psychiques parce qu'il y a toujours cette stigmatisation. Donc c'est un enjeu qui est particulièrement important. Particulièrement important aussi parce que vous avez décidé d'organiser cet événement dans le cadre de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Et de ce point de vue-là, la région a quelque chose à jouer, une carte à jouer, puisque nous sommes en charge des lycées, nous sommes en charge de la formation professionnelle et de la formation continue, nous sommes en charge de l'insertion professionnelle, du développement économique. Donc on a quelque chose à dire à tous ces secteurs, de se saisir des questions de santé mentale. Alors il a beaucoup été évoqué la grande cause santé mentale, grande cause 2025, proposée, lancée par un Premier ministre éphémère, Michel Barnier. Alors on peut être frustré effectivement de cette instabilité politique qui fait que la grande cause n'a peut-être pas donné tous ses effets. On aurait aimé un peu plus de fonds, un peu plus de travail parlementaire sur l'accès aux soins, sur l'organisation de la psychiatrie, sur les formations, sur l'orientation vers les métiers de la santé mentale, sur les moyens alloués. Mais on peut aussi être satisfait d'avoir mis cette question de la santé mentale devant les yeux des Français, sur la table, et d'essayer d'inscrire dans leur conscience qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et ça, je pense que c'est une réussite de la grande cause. Moi, je le vois dans des associations, je le vois dans les collectivités, les municipalités, les départements, les régions qui s'emparent de ce thème et qui demandent à leur équipe de travailler beaucoup plus sur ce sujet de handicap invisible. On a des équipes qui ont longtemps considéré le handicap comme les questions de mobilité, de personnes en fauteuil roulant. Puis après, le spectre s'est élargi quand même aux difficultés sensorielles, au handicap cognitif. Et là, on arrive, je le sens vraiment, dans les équipes, dans la société, à une ouverture plus large aux questions de santé mentale. Le développement des conseils locaux de la santé mentale le montre. La diversité des acteurs qui s'emparent de ce sujet, grâce aussi à l'engagement sans faille de la Fondation Falleret et d'autres associations qui sont dans ce domaine, font que le sujet avance. Alors maintenant, la santé mentale dans le monde du travail, ça reste un sacré défi. Ça reste un sacré défi parce que les employeurs se sentent démunis, les employeurs connaissent mal le sujet. Et ils ont besoin, tout autant que les personnes concernées, d'être accompagnés, que l'on fasse cette œuvre de sensibilisation, de déstigmatisation des troubles, mais qu'on explique aussi aux entreprises tout l'intérêt qu'elles ont d'avoir cette attention particulière aux personnes qui ont des difficultés psychiques, parce qu'en général, c'est toute l'entreprise qui en bénéficie. Quand on modifie ses processus de recrutement, ses attendus, son management, eh bien, on n'arrive pas
non pas à une bienveillance gentillette et naïve, mais à une attention, à une prévention des troubles psychiques, des difficultés psychiques, des situations de travail stressantes, du burn-out. Et quand une entreprise fait cet effort-là, c'est l'ensemble des salariés qui en bénéficient. C'est le message qu'on doit porter. Et en tout cas, voilà ce que je souhaitais vous dire. La région sera à vos côtés pour eh bien, prolonger cette grande cause nationale, j'allais dire régionale, cette grande cause nationale qui ne s'étendra pas au 31 décembre 2025, mais qui doit continuer parce que c'est un enjeu majeur de dignité et d'inclusion dans la société. Je vous remercie. Merci. Et pour clôturer ce premier temps, j'accueille Anne-Claire Bou, qui est adjointe à la mairie de Paris chargée de la santé et conseillère déléguée au plan climat dans le 18e arrondissement. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Je tiens à remercier Monsieur le Président Jean-Yves Laroux-Turoux, président de la Fondation Falré, et la directrice générale Sandrine Broutin. Merci beaucoup. Je tiens à saluer Angèle Malat-Lansac, déléguée générale d'Alliance pour la santé. Et vraiment, un grand merci aussi à l'association L'Adapt pour cet événement qui se tient dans le cadre de la Semaine européenne de l'emploi pour les personnes handicapées. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort pour l'organisation de cet événement. Alors, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. La santé mentale, moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur en tant qu'adjointe à la santé. C'est un sujet où on a encore beaucoup à faire. C'est un vrai enjeu de société. Et c'est vrai que de s'inscrire dans cette semaine dans cette semaine de l'emploi pour les personnes en situation de handicap, parce que, ça a été dit, on parle beaucoup du handicap physique. Mais en fait, dans les entreprises, aujourd'hui, le chemin qui reste à parcourir, alors il reste encore beaucoup à faire sur la question du handicap physique, mais le chemin qui est à parcourir sur la question de la santé mentale et de l'inclusion des personnes qui souffrent de troubles psychiques dans l'entreprise, je crois que là, il reste tout à faire, en réalité, malheureusement. Et donc, c'est très important d'être là, en visibilité, devant la gare Montparnasse, dans un endroit où il y a beaucoup de passages, pour sensibiliser. C'est vraiment très important, et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, Ville de Paris, de déstigmatiser, lever les tabous, pouvoir en parler déjà. La première étape, c'est vraiment de pouvoir en parler sans avoir honte, sans culpabiliser, sans avoir peur d'être stigmatisé. Et c'est pour ça qu'on s'implique fortement dans les séismes, qu'on a lancé aussi à la Ville de Paris le mois de la santé mentale l'année dernière. On va le refaire cette année. L'année dernière, on a réussi, et avec l'ensemble des associations, des acteurs, des personnes concernées, à mettre en place plus de 100 événements qui étaient sur le site de la Ville de Paris pendant un mois pour vraiment mettre les projecteurs sur les questions de santé mentale. Et donc, on est là en soutien Ville de Paris avec l'ensemble des acteurs, à travailler aussi sur des projets, puisqu'une fois qu'on déstigmatise, qu'on identifie, il faut pouvoir accompagner les personnes, il faut pouvoir les orienter. Et c'est là aussi, on travaille en tant que Ville de Paris sur tout ce parcours. Notamment, on a beaucoup focalisé nos actions sur les questions de l'enfant et de la jeunesse. On a un dispositif qui spécialisé, ce qu'on appelle les CAPP dans les écoles, pour pouvoir accompagner dès le plus jeune âge et identifier les enfants qui sont en difficulté, qui ont des troubles psychiques, et leur proposer un accompagnement individualisé en dehors de l'école, avec des psychologues, des psychiatres, des psychomotriciennes, des équipes, des éducatrices de jeunes enfants, donc des équipes complètes où on peut travailler aussi avec la famille.
Donc dès le plus jeune âge. Ensuite, sur la question des jeunes, si vous avez des jeunes en difficulté, n'hésitez pas à leur dire de venir à Quartier Jeune. C'est un espace que la ville de Paris a mis en place où on a un coin qui est dédié à la santé et vous avez des consultations de psychologues gratuites et sans rendez-vous. Donc l'objectif aussi, c'est de pouvoir accueillir au moment où on en a besoin, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la problématique des CMP, c'est parfois de devoir attendre 5 mois, alors que le besoin, il est là, il est immédiat. Je pense aussi que, on a donc cet espace-là, Quartier Jeune, vous pouvez le trouver sur le site de la mairie, excusez-moi, vous pouvez le trouver sur le site de la mairie de Paris. Nous avons des centres de santé municipaux aussi, où nous avons des consultations avec des psychologues gratuites pour les jeunes et jeunes adultes, puisqu'on sait que ça a un coût, les psychologues en libéral, même si mon soutien psy se développe et c'est important, c'est bien. Et donc, vous avez ces consultations. Donc, c'est important pour nous de pouvoir avoir ces actions qui vont permettre de faire le lien tout au long et d'accompagner les Parisiens et les Parisiennes tout au long de la vie. Et tout le travail qu'on fait aussi avec les associations, les équipes mobiles de la Fondation Falleret, avec qui on travaille, un grand nombre d'associations avec qui on travaille à la ville de Paris, pour que tout au long du parcours de vie, je pense à Clubhouse aussi sur les questions d'emploi, on a voulu à la ville de Paris, c'est aussi le sujet aujourd'hui de l'emploi, on a voulu être exemplaire, on essaye d'être exemplaire et donc on a monté un partenariat avec Clubhouse pour que nous-mêmes, ville de Paris, nous puissions être sensibilisés sur les conditions de travail de nos agents et agentes et pour pouvoir aussi recruter des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Donc aujourd'hui, plein soutien, il y a un petit retour de micro, je crois, je sais pas. Aujourd'hui, plein soutien pour être là avec vous, vous aider à visibiliser ce sujet. Il faut que notre objectif, c'est que demain, on puisse parler des troubles psychiques sans se sentir stigmatisé, vraiment dans des cadres bienveillants et vous pouvez compter sur nous, Ville de Paris, pour vous accompagner là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée.